sachez que désormais, on ne dira pas encore un autre lundi, on dira plutôt voici un joli lundi. Bienvenue à tous sur ce midi. Merci de votre fidélité à cette émission. Et avec un grand bonheur, nous avons donc ce chaleureux public. Eh bien, merci d'applaudir très fort Jessica Bomba. Alors Jess, ça va, tout va bien? Vous êtes tout en beauté. Alors dites-moi, le week-end, comment est-ce qu'il a été? On est très curieux quand même. Le week-end, il était super bien parce que évidemment, ce week-end, on a eu droit au FEMUA. Un événement extraordinaire. On a pris énormément de plaisir et puis vous m'avez manqué également. Oh là là, tu nous as manqué aussi, Jess. Docteur Philo et sa chérie. Ça va, ouais, ça va. Ça n'arrive pas tous les jours, comment est-ce que le week-end s'est passé, tout ça là. Mais attends, il ne s'agit pas de s'asseoir et dire des choses, mais il faut apporter la preuve matérielle, palpable. Vous avez des preuves? Le week-end a été parfait. Ah. Voilà, et nous entrons ensemble, c'est... Vous confirmez que le week-end a été parfait ensemble? Chez nous, la femme n'a pas droit à la parole. C'est que l'homme dit, ça s'arrête là. Chez vous, c'est où? Je sais pas. C'est quelle planète? C'était... Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, Miss. Bonjour Caroline, bonjour téléspectateurs, bonjour public. Alors aujourd'hui dans ces mots d'info, comme je l'ai dit lundi passé, on va à la rencontre de qui? Éloi Sessou, le styliste de l'événement, enfin de l'émission. Donc je ne vais pas rester sur le plateau, je vais le rencontrer, on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Merci, à tout de suite. Marie-Paul Adjé. Eh bien, auparavant, ils se faisaient appeler microbes. Plus tard, on a décidé de les appeler enfants en conflit avec la loi. Et pour éviter la stigmatisation, la dénomination va changer pour devenir enfant en rupture sociale. Avant, j'étais un enfant en rupture sociale. C'est donc le thème du jour. Recevons notre invité témoin. On va se garder de l'applaudir. Il va nous rejoindre parce qu'un passé pas très réluisant. Mais plus tard, on pourra l'applaudir quand on va écouter son témoignage, le changement qui s'est produit dans sa vie. Youssouf Diomandé, merci de nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Youssouf. Youssouf, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous allez bien? Très bien. D'accord, merci beaucoup public de vous rasseoir. Alors, docteur Philo, c'est vous qui avez la parole en ce moment. Chez vous, les hommes ont la parole de toute façon. Ouais. Je m'appelle pas Youssouf là. Allez, je vous en prie. Mais quelle élégance aujourd'hui. Oui, non, mais c'est chaque jour comme ça. C'est pas vous ne remarquez pas bien. Allez, je vais faire la biophilosophique aujourd'hui. Voilà, c'est pas Jean-Michel Honnier, c'est docteur Philo. C'est qui fait là, on peut faire ça aussi. Allez, Youssouf, demandez bonjour. 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 La biophilosophie? On y va. Non, on n'y va pas. Non. Pour moi là, on y est. Pour Jean-Michel là, depuis là, combien de saisons? On y va, on n'y arrive pas. La biophilosophie? On y est, voilà. Notre appel à témoin du jour se nomme Monsieur Diomandé Youssouf, ex-hors-la-loi. Oui, Monsieur Diomandé, à un moment donné de votre vie, vous avez pensé être au-dessus de la loi. Pourtant, nul n'est au-dessus de la loi, au risque de me répéter. Parfois, les choses qu'on ne peut changer finissent par nous changer nous-mêmes. Loin de vous tirer à boulet rouge, encore moins vous faire avaler des couleuvres. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour ça. Car mon grand-père me disait un jour, si une personne vous traite mal, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et non en vous, car les bonnes personnes ne détruisent pas les autres êtres humains. Comment j'ai écrit mon texte? Ouais, c'est la biophilosophie. Voilà. Alors, moi j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit sur... c'est vrai que la nouvelle appellation de microbe, c'est... Enfant en rupture sociale. En conflit, en rupture sociale. Donc, on va aller sur la base. C'était microbe avant. Hein? On va un peu essayer de remuer le couteau dans la plaie. Et donc, j'ai travaillé toute la nuit. Et j'ai... Ça dit, il ne faut pas voir toutes les choses de façon négative. Même quand quelque chose... Voilà, ça dit, en toute chose, il y a une
portion quand même positive en toute chose. C'est pas parce que je sors de la pharmacie que vous allez me traiter de quelqu'un qui est malade. Et donc, si le jour sort du cimetière, vous allez dire que je suis mort ou bien. Donc, ça pour vous dire que, en toute chose, j'ai tiré des mots microbes. Voilà, microbes, j'ai tiré le mot cri, qui était son émis par l'organe vocal, le larynx, vous connaissez, dans la gorge. Faites un cri et voir. Faites un cri et voir. Cri. Faites un cri, criez comme ça. Waouh. Voilà. Voilà, et donc c'est un cri waouh. C'est vous qui avez mis ce cri-là. Donc c'est un cri, quelqu'un qui dit waouh, c'est quelqu'un, c'est un cri de détresse, il regrette un peu ses actes. Donc par conséquent, c'est un cri de changement. C'est-à-dire un cri de détresse qui rime avec le changement. Et donc le mot cri a été sorti du mot microbe. Donc ça veut dire que cri qui rime avec changement. Donc changement dans microbe, ça veut dire que le microbe peut changer un jour. C'est ce que cela veut dire. Et donc j'ai tiré encore dans le mot microbe, boum, boum. La bombe, j'ai mis l'accent circonflexe pour accentuer la chose. C'est un peu, vous voyez un peu les bateaux, donc, les voiles. Vous n'êtes pas obligé de faire le même temps que Jean-Michel. Hein? Ouais, non, ça va finir. Il reste ça le seulement. Le contexte, il est différent. Voilà. Donc, dans les bombes, c'est un peu le truc, c'est un appareil qui permet aux bateaux qui ont les voiles, vous voyez les bateaux avec les voiles là, donc c'est une bombe, et donc ça permet quand même à ces voiles-là d'orienter le bateau. Et donc aujourd'hui, j'ai tiré le mot bombe des gens qui permet au bateau de s'orienter, et donc ex-microbe, vous vous orientez aujourd'hui, ça n'engage que moi. Vous avez su vous orienter aujourd'hui. Je vais vous dire que c'est un boom. Quand vous dites, quand vous criez votre cri là, c'était quoi tout à l'heure? Waouh. Waouh. Donc c'était waouh, vous avez changé. Vous avez changé. Et donc je peux vous dire que, tout simplement, pour vous dire que, en toute chose, il faut ressortir des choses positives. J'ai tout fait, j'ai travaillé toute la nuit, mes yeux sont rouges. Dans mon microbe là, j'ai sorti cri et boum, qui sont des expressions positives qui apportent. Et donc je vais vous dire que vous avez été en erreur à un moment donné de votre vie. On apprend de ses erreurs, alors il ne faut jamais avoir peur de se tromper. Il faut éviter 3 choses dans la vie. Avoir peur du changement, éviter de vivre dans le passé, et aussi éviter de se sous-estimer soi-même. Vous êtes là aujourd'hui, on ne va pas vous brimer, vous blâmer pour cela. L'essentiel, c'est que le passé est déjà fait, et donc nous vous applaudissons pour votre courage. Et vous dire que... Merci. Merci beaucoup. Docteur Philo, je sens que vous êtes très ému en ce moment. Vous êtes très ému. Ouais, très ému. Ah, vous n'êtes pas sûr de son changement? Bon, on attend le témoignage, parce que là, moi, vous ne pouvez pas comprendre le courage que j'ai pour m'asseoir à côté de lui. Merci. Mais franchement, merci d'être là quand même, frère. Merci beaucoup. Docteur Philo. Et voilà, nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Avez-vous des solutions pour lutter contre le phénomène des enfants en rupture sociale? C'est parti. Ces jeunes-là, en leur envoyant dans des centres de formation pour qu'ils puissent suivre des formations pour pouvoir s'insérer dans la vie active. À travers cela, avoir des psychologues pour pouvoir voir la mentalité de ces personnes-là pour qu'ils puissent changer leur attitude dans la société. Un enfant en conflit avec la loi, il faut déjà savoir qui sont ses parents. Si ce sont des orphelins, des hérités, des personnes qui sont sans famille, il faut trouver les solutions. Il y a des centres de rééducation. Moi, je pense que tout part de là. Et la famille est le socle, le premier socle éducatif d'un enfant. Si déjà à la base il n'est pas bien éduqué, il va sans dire qu'avec la société, il transmettra ses comportements et ce sera préjudiciable pour tout le monde. Ces derniers doivent être sensibilisés afin qu'on puisse les intégrer dans plusieurs domaines parce qu'aujourd'hui ils sont livrés à eux-mêmes. Donc il faudrait que les sociologues pour pouvoir sensibiliser ces derniers-là afin de pouvoir lutter contre ce phénomène. Moi je pense que la solution idoine serait la sanction judiciaire et en fonction de ça, fait peur à d'autres enfants. Pour lutter contre ce phénomène-là, il est important que nos autorités puissent mettre en place des structures pour pouvoir cadrer ces genres de situations-là. En l'occurrence, notamment, pouvoir créer des micro-emplois. Merci
Merci à vous pour tous ces éléments de réponse. Alors, Diomandé Youssouf, vous êtes couturier, vous avez 29 ans aujourd'hui et père de 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Alors, dans le micro-trottoir, j'ai bien aimé la réponse d'une dame qui disait « Pour ces enfants-là, il faut d'abord savoir qui sont leurs parents ». Alors, nous, on est bien tentés de savoir dans quel environnement familial vous avez grandi. Oui, avant tout propos d'abord, j'aimerais demander d'abord des excuses à le monde entier et surtout partout en Côte d'Ivoire. Que aujourd'hui le monde entier me voit, ceux qui a une fois fait du mal, tous ceux qui sont fiers d'être ivoiriens et tous les guides religieux, je demande pardon d'abord à tout le monde d'abord pour le passé. Et je demande bénédiction de tout le monde d'abord pour moi, pour pouvoir atteindre ce que j'ai commencé. D'abord pour moi, je viens d'une famille musulmane. Et je m'appelle Diomandé Youssouf. Mon père s'appelait Diomandé Adama et ma maman s'appelle Kone Salimata. Père de 3 enfants. Ma famille, je vivais d'une famille polygamie. À Bobo, c'est Sagbé, mais généralement les gens ont l'habitude d'appeler à Bobo des Rérailles. Voilà. J'ai fait l'école truc d'abord coranique que mon papa m'a mis à l'école. C'était l'école coranique. J'ai fait ça un peu jusqu'à arriver à un certain niveau. En 2002, le vieux s'est marié à une 2e femme et ça n'allait plus comme avant. Donc, les scolarités, le vieux n'arrivait plus à payer pour tout le monde. Et comme ça, moi, on m'a choisi pour me mettre dans la couture. J'ai un patron qui a derrière, un patron IB, qui a accepté de me prendre avec ses 2 mains pour qu'il puisse apprendre la couture un peu avec lui. Et j'ai fait de 2002 jusqu'à environ fin 2004. Le vieux est tombé un peu malade, ça n'allait pas. Ma maman, elle a fait 10 enfants. Il y a les 2 grandes sœurs qui sont avant moi, et ils sont âgés que moi. Et je suis le premier fils de ma maman. Seulement le fait que ça n'allait plus, le vieux était gravement malade, que nous on partait à l'apprentissage, à la couture. Ça ne pouvait pas nourrir son homme. Mais c'était comment à la maison? Je veux dire, est-ce que vous aviez droit aux 3 repas par jour ou bien il y a des fois où vous ne mangez pas du tout? Parce que c'était pas facile. Quand le vieux est tombé malade, bon, on peut dire pour un mois premier qui ont suivi, ça allait un peu, mais dès que la maladie s'est aggravée, ça n'allait plus. Maintenant, la vieille, elle faisait la lessive des jeunes du quartier pour qu'on puisse donner un peu, pour qu'elle prenne ça pour s'occuper de moi et mes frères. En tout moment, il n'était pas grand comme ça, il était très petit. C'était en 2004. D'accord, on ne va pas faire long, on se rend bien compte que vous viviez dans des conditions un peu difficiles et la situation s'est encore dégradée lorsque votre père est tombé malade. Alors, mais vous, comment est-ce que vous vous retrouvez à la rue? Bon, ça commence en même 2004, hein, parce que le vieux était gravement malade, on devrait le transformer, on devrait le transférer à Bundiali pour pouvoir aller le soigner là-bas et il n'y avait pas de moyens financièrement. En ce moment, ses frères qui étaient là et tous avaient donné d'eau. On était avec la vieille. Maintenant, en ce moment, il y a un truc qui s'est passé au quartier et dans ça, il sait qu'il pouvait me faire passer là-dedans pour avoir un peu, pour pouvoir donner à ma maman et puis pour qu'on puisse faire partir le vieux à Bundiali. Qu'est-ce qui s'est passé au quartier? Bon, comme dans notre jargon, c'est qu'on dit les enfants en conflit avec la loi, voilà, il y a un phénomène de ça comme ça qui s'est passé. Voilà, c'était quelque chose qui contient des violences que moi je sais que ça nous rapportait un peu. Donc, je suis allé participer là-dedans. Il y a eu un peu, et j'ai donné à ma mère. En ce moment, le vieux avait payé les mannequins qu'on habille
les habits dedans pour voir. Lui, il préparait déjà pour que si je suis bien formé dans la couture, un jour il va m'installer. Et avec ça, on a vendu mannequin avec les machines à pédales. Un peu, on a vendu les deux pour pouvoir compléter l'argent pour faire partir le vieux à Bundiali. Et quand le vieux est parti à Bundiali, il faut chaque fois un peu pour pouvoir travailler un peu pour l'envoyer un peu. Du coup, moi en tout cas, j'ai arrêté la couture. Moi, j'ai arrêté la couture et mon petit frère qui me suit, lui, il partait toujours au garage pour faire l'apprentissage des mécaniques. Et les deux autres petits, il y avait des petits derrière, la vieille est partie avec d'autres, mais nous sommes restés à Abidjan 4. Voilà, nous sommes restés 4. Et la grande sœur qui était mariée, moi, je vivais chez elle. Et son mari, qui a beaucoup fait pour moi, par sa force, mais tellement il était un peu têtu, il n'avait pas accepté. Bon, donc, je veux dire que ce n'est pas seulement les conditions difficiles de vos parents qui vous ont poussé à la violence, c'est-à-dire que vous-même, vous aviez ça en vous. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, que vous étiez têtu. Oui. Donc, c'est quelque chose qui vous plaisait, en fait. Non. C'est pas parce que ça plaisait, mais au fait, étant déjà le plus grand, je me disais que, bon, étant déjà apprenti d'abord, tu n'es pas formé. Tant que tu n'es pas formé aussi, tu ne peux pas avoir aussi des gombos pour pouvoir travailler, pour avoir un peu. Mais étant dans la rue, le plus fort gagne. Rends-toi têtu et puis devenir plus féroce en toi-même pour pouvoir avoir mieux de place dedans, pour pouvoir nourrir fait, donc en un mot, c'est la rue qui vous a transformé au fait. Voilà. C'est la rue qui vous a rendu têtu. Merci beaucoup d'avoir mes deux philos. Au fait, dedans dans la rue, c'était pas facile. Il faut passer par ces gens de tyrans féroces, si on me permet comme ça, que c'est comme ça on est dit, pour pouvoir faire du mal. Bon, que Dieu pardonne mes péchés, pour pouvoir faire du mal à tes prochains, pour passer jusqu'à... Mais vos autres frères, ils n'ont pas opté pour la violence. Moi? Vos frères? Oui. Ils n'ont pas opté pour la violence, c'est vous seulement qui avez fait ce choix. Mon petit frère aussi était... Il vous a suivi? Mon petit frère, lui, m'a suivi. Oui. Mon petit frère, lui, m'a suivi dans le passé. Il est toujours là. Oui, bon. Il y a plusieurs manières d'être dans la rue, au fait. Voilà, il y a plusieurs manières d'être dans la rue. Lui, il m'a suivi, mais eux, les cas, et puis pour nous, c'était pas pareil. Voilà, et pour eux, c'était les palabres du quartier. Les palabres du quartier avec des matériels pour se blesser entre eux là-bas, c'était ça. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Voilà, pour moi, au fait, on faisait pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir nourrir la famille. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient depuis 2004. Et venir jusqu'en 2006 là-bas, c'est toujours dans les mêmes parcours. Et faisait, mais en ce moment, c'était limité, au fait. C'était limité. Je ne peux pas dire qu'en ce moment, on sortait pour se mettre dans la rue, prendre n'importe qui, c'était un peu camouflé, un peu caché qu'on faisait. Mais depuis en 2006, je peux dire que le moment, on a essayé de développer ça un peu. Voilà, ça change un peu pour pouvoir grandir encore. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous devenez encore plus violent. Voilà, le temps change. Au fur et à mesure que ça avance, au fait, ça change un peu. Et ça devient encore bon. On peut dire que bon, c'est comme quelqu'un dans son métier, au fur et à mesure qu'il apprend, il a grandi au fait dedans. Vous avez des postes plus importants. Voilà, il s'évolue en lui-même et c'est comme ça partait. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup dans le passé expliquaient un peu des trucs. Souvent quand il me met trop en ça me met l'âme aux yeux. Tu vois? Ça me fait pas... Non, je veux bien comprendre. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que chaque fois que vous posiez des actes néfastes, vous aviez mal après, vous aviez des remords? Chaque jour. J'essaie d'expliquer un peu plus simplement. C'est-à-dire que quand tu poses, par exemple, des actes qui ne sont pas bien, après, tu regrettes ou pas? Chaque jour que Dieu fait. Je ne suis jamais sorti d'abord pour aller participer à un truc comme ça. Et puis revenir à la maison sans les larmes aux yeux. Moi, j'ai une question, du coup. C'est vrai que vous avez grandi dans une famille qui avait des conditions difficiles.
Mais est-ce que dans la famille, il y avait des conflits? Est-ce qu'entre les frères, vous ne vous entendiez pas? Parce que vous dites que c'est la rue qui vous a transformé. Mais quand à la base, on n'a pas de violence en soi, on n'a pas véritablement d'animosité, lorsqu'on se retrouve dans la rue, on a du mal à supporter. Donc à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas décidé quand vous avez essayé? Parce que forcément, si vous n'êtes pas dedans, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que c'est violent. Ce n'est pas votre personnalité. Pourquoi vous ne changez pas, vous ne prenez pas notre chemin? Pourquoi vous ne faites pas des... C'est vrai que vous n'êtes pas formé pour être un couturier, mais pourquoi vous ne ramassez pas les ordures? Pourquoi vous n'essayez pas d'être gardien? Pourquoi vous n'essayez pas d'être maçon? Pourquoi? Parce que vous nous dites que ce n'est pas votre nature, c'est la rue qui vous a transformé. Pourquoi à un moment donné, dès le début, quand vous avez côtoyé ce milieu-là, qui était violent, vous ne vous êtes pas dit « Ah non, c'est pas pour moi ». Pourquoi? Tu sais, étant dans la rue d'abord en ce moment, c'est pas facile d'avoir ces maternités-là au fait. Si c'est comme ça. Voilà, pour réfléchir jusqu'à ces points, on n'a pas ce raisonnement. Voilà, c'est pas facile. Même pour moi, aujourd'hui, je suis là. Et puis, vous étiez adolescent, vous aviez juste 14 ans lorsque vous commenciez. Oui, c'était pas facile, au fait. Au fait, le but de pour toi, d'abord, c'est pour dire, comment faire aujourd'hui pour avoir quelque chose à la vie? Voilà, c'est la seule question que tu te poses. Je ne sais pas si vous avez compris son intervention. Ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il y avait beaucoup de choix. C'est-à-dire que vous auriez pu exercer en dehors de la couture, qui était peut-être votre passion, vous auriez pu exercer quelques petits métiers pour apporter de l'argent. Mais si vous-même, vous n'aviez pas en vous cette violence-là, comment est-ce que ça a été facile pour vous d'intégrer ces groupes de violence dans la rue? On peut dire que souvent l'environnement, pas souvent, l'environnement même, et le métier, sincèrement dit, des besoins que j'avais, le métier c'était lent pour pouvoir faire ses dépenses. Voilà, si on me permet de le dire. Le métier, sinon si c'est pour, à la gare, ils vendent du châssis bleu. Mais châssis bleu, tu vas aller prendre paquet. Oui, d'autres s'enrichissent dans ça, mais en ce moment, dépenses que j'ai en moi-même, ça ne pouvait pas le faire. Et je n'aimais pas aussi voir maman en train de laver habits des gens. Ça me faisait trop mal. Je n'aimais pas. Mais avec du recul, donc, vous vous rendez... J'étais obligé déjà, moi-même d'abord, c'est comme ça que je me suis rendu moi-même. Je m'oblige déjà moi-même d'abord à pouvoir mettre fin à ça. Je ne veux pas que maman souffre, un. De deux, je ne veux pas que maman devienne, on peut dire, la bonne de quelqu'un d'autre. Chez nous, déjà, on dit c'est foutaise. Mais je veux dire, on ne va pas quand même rentrer dans tous les détails de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. On ne va pas non plus vous juger, étant assis ici sur le plateau de ces midis. Mais nous tous, on est conscients que ce n'est pas bon. Que vous avez fait le plus mauvais choix de votre vie. Et heureusement qu'arrivé à un certain moment, vous avez pu vous arrêter. Nous, c'est comment est-ce que vous avez pu sortir de cet engrenage-là? Comment vous avez pu sortir? Vous avez pu sortir de ce phénomène. C'était pas évident, parce que c'est comme une drogue. Quand on y entre, difficile d'en ressortir. Comment est-ce que vous sortez de là? Merci. Arrivé à un moment, après la crise 2010, il y a eu ma première fille d'abord, qui est née un 12 mai 2012. Le 12 mai 2012. Et je peux dire, depuis en ce moment, quand j'ai eu un enfant d'abord, mais il a commencé à me poser, sincèrement dit, plein de questions. Voilà, souvent, quand je sors, je vois qu'il est violent, souvent dans la rue, parce qu'il y a eu des épreuves de ça qui a passé. Un jour comme ça, pardon, si vous me permettez que je peux dire ça, un jour je suis sorti avec ma fille, en ce moment elle faisait 4 pattes. Je l'ai pris et je suis sorti pour aller me balader un peu au quartier. Du coup, je suis resté jusqu'à tellement inspiré. Je suis avec ma fille, les gens me voient, c'est ta fille, oui, regarde là. Ça m'a plu, où je vais me rendre compte, j'ai quitté mon quartier. C'est arrivé un peu, on peut dire, il n'y a pas dit de nom, dans un autre quartier où je ne devrais même pas aller là-bas. Genre, c'est pas possible pour moi d'arriver là-bas comme ça sans prêt. Vous avez une mauvaise réputation là-bas. Voilà. Donc, arriver là-bas comme ça, c'est vie de ma fille qui va me faire quitter, me faire revenir. Les gens m'ont vu, voilà telle personne. Comment est-ce qu'on vous appelait à l'époque? Watao. Voilà, les gens m'ont vu que, voilà Watao qui est là, non, voilà Watao qui est là. Il y a d'autres qui se sont levés
On peut grouper sur moi pour me faire du mal en sûrement, mais à cause de la vie de ma fille, je peux dire que c'était la première fois de voir ma vie sauvée. Et quand je me suis retourné dans ça, sans que quelqu'un me touche, puis j'ai vu ma fille, à chaque fois quand je la regardais, je voyais ces images-là devant moi. Un jour, étant assis devant la télé, je regardais la télé, il y a un jeune. Je peux dire que dans nos jargons, en ce moment, je peux dire que lui là, moi, il n'est même pas, lui là, il ne me moine pas. Il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas mieux que moi. Lui là aussi, il parle de paix. Lui, il a créé quoi dans la société et puis lui, il va essayer de parler de paix. C'est-à-dire, il a gâté quoi dans la société, n'a pas de force ni rien. Toi, un choco comme ça, toi, tu nous parles de paix. Maintenant, étant assis... Donc, vous savez qu'il n'a pas de force. Voilà, donc... Il était fouin, quoi. Voilà. Mais vous-même, vous êtes fouin, quoi. Donc, comme ça, je me suis posé ce genre de questions. Et puis, je me suis assis après, réfléchi. Je me demandais, mais pourquoi pas moi? Ouais, je me suis demandé comme ça, pourquoi pas moi? Si lui, il est ivoirien et puis il parle de paix dans son pays, mais moi-même, là, pourquoi pas moi? Mais, en même temps, il était avec l'un de mes amis. Il dit à mon ami, là, comme ça, il dit, ah, Choco, c'est... Et là, ils ont créé quelque chose et ils parlent de paix. Il dit, est-ce que nous-mêmes, là, on n'a pas fait pour nous? Il dit, si on met ça là en prière seulement, là, nous aussi, on a créé pour nous. Un jour, là, on va passer à la télé et puis on va parler de quelque chose en tant que paix. Mais ce jour, si on m'avait dit qu'aujourd'hui allait arriver, je n'allais pas croire à ça. Donc, j'ai poussé comme ça, doucement, doucement. Depuis ce moment, je n'avais pas encore croisé même l'ONG Indigo. Mais quand je sortais, je sais qu'étant moi-même déjà, la violence, j'avais un peu diminué. Voilà, déjà avec la venue de l'enfant et puis par rapport à l'élément que vous avez vu à la télévision. Oui, oui. Donc ça a été déjà, quand même un processus. Et en 2015, vous faites la rencontre de l'ONG Indigo. Voilà. Mais avant 2015, il y a quelque chose d'abord qui ne me plaisait pas déjà dans la rue. Étant moi-même d'abord dans la rue. Vous étiez un peu fatigué quand même. Voilà. Fatigué. Et comment les enfants seront demain? La question que je me posais beaucoup, si on demande à mon enfant, on ne peut pas faire quel travail? C'est la seule question que je n'ai jamais eu de réponse à ça. Il est en rupture sociale. Voilà. Ah, toi, ton papa fait quel travail? Il est toujours bien habillé, toujours comme ça, il a les trucs cherchés. Mais ton papa, là, il fait quel travail? L'enfant, il va taper son patron avec quoi? Donc déjà... Donc ça a été beaucoup de questionnements. Voilà, ça me fatiguait. Donc Dieu merci, un jour comme ça, un mercredi, j'ai croisé Indigo grâce à l'aide d'un vieux père au quartier. On avait un vieux père qui était au quartier, qui nous conseillait bien, qui s'occupait de nous. Lui, il va nous appeler pour nous dire que il va vous faire croiser avec une ONG qui s'appelle Indigo. Mais quand nous sommes arrivés d'abord dans le lieu, on nous a dit Indigo. Moi, il dit, avec Indigo, là, il dit, ça, c'est pas clair. Hein. Parce que dans votre jargon, ça a une connotation. Indigo, ça veut dire, genre, ce qui indique. Voilà, on dit non, ce qui indique. Voilà, Indigo. C'est un mot nous c'est abrégé, Indigo. C'est les indiques. D'accord. Alors, sur ce, avec votre permission, Monsieur Diomandé Youssouf, nous allons recevoir Monsieur Arsène Conan, qui est chercheur, facilitateur communautaire, délégué aux relations extérieures. Merci de l'applaudir bien fort. Arsène Conan. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour à tous. Alors très rapidement, il nous parlait donc de cette rencontre. Je suppose que de son côté, il devait être très sceptique à cause de la dénomination Indigo qui avait une autre connotation dans leur jargon. Alors, comment vous rencontrez Diomandé? Alors, il faut dire que la rencontre avec Diomandé et puis certains de ses amis s'est fait vraiment sous un gros quiproquo. En fait, nous sommes Indigo Côte d'Ivoire, initiative de dialogue, de recherche et action pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais Indigo, c'est vraiment pour faire référence au mélange, au brassage et autres. Et or, dans leur jargon à eux, Indigo, c'est en fait, c'est l'indique, celui qui viendra peut-être épier donc, les jeunes qui sont dans des activités pas très correctes et puis bon, faire pas cela aux forces de l'ordre. Donc quand tu nous vois, ils te disent, mais attends, quels sont ces indiques-là qui sont aussi audacieux et qui viennent vraiment à visage découvert? Mais après, on essaie d'échanger, ils comprennent qu'en réalité,
Nous, notre indigo faisait allusion au pagne ou à la couleur indigo. Et après cela, il faut dire que nous ne sommes pas venus vers ces jeunes parce qu'on avait envie, dans un premier temps, de travailler sur la problématique des enfants en rupture sociale. Mais nous sommes avant tout un organisme de recherche. Nous travaillons à la consolidation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale, mais nous travaillons beaucoup avec les populations, faisant de la recherche participative pour pouvoir aider les décideurs, les communautés, les populations à pouvoir se prendre en charge. Donc nous faisons beaucoup de rapports. Donc en 2015, nous faisions donc, une étude diagnostique sur les obstacles à la cohésion sociale et les dynamiques de violence impliquant les jeunes dans l'espace urbain abidjanais. Et c'est comme ça que les populations d'Abobo, avec qui nous avons beaucoup travaillé, vont nous dire que c'est vrai, il y a des problèmes de cohésion sociale et tout ça, mais ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est la problématique des jeunes dits microbes. Donc c'est comme ça qu'on va on va faire un pan de notre recherche sur la thématique. Et on va donc rencontrer par l'intermédiaire de GP à Abobo, qui quand même nous facilite certaines entrées. D'accord. Voilà, on va rencontrer ces jeunes-là. Et c'est comme ça que le chemin avec Diomandé et ses amis va commencer. Et c'est vrai que vous avez aidé d'autres jeunes, mais je veux dire, pour lui, son cas. Dans son cas, qu'est-ce que vous lui avez apporté? Et quels sont les arguments que vous avez donnés à ce jeune homme pour qu'il abandonne la rue? Alors, il faut dire qu'on n'avait pas une recette miracle, encore moins pour Diomandé. C'est le même travail qu'on a fait avec tous les jeunes qui étaient dans le processus. Diomandé avait peut-être un avantage sur plusieurs jeunes, c'est que Diomandé avait déjà un métier. Ça déjà. Et Diomandé a vu en Indigo une bouée de sauvetage qu'il fallait saisir. Contrairement à certains qui nous voyaient un peu comme des ogres. Dans le jargon, le ogre, c'est celui qui n'est pas qui sait rien en fait. Vous êtes des ignorants à leurs yeux en fait. Voilà, donc il faut bluffer avec eux et puis on laisse partir. Mais Diomandé, il a semblé s'accrocher à cet espoir qu'on lui apportait. Et la première des choses avec ces jeunes, c'est qu'on a travaillé à leur donner confiance en eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez vécu dans les conditions qui sont les leurs, vous voyez comme un sous-homme en fait. Et à la limite, vous faites ce que vous avez apporté de main. Le contexte dans certains quartiers périphériques comme à Abobo, c'est que la violence est devenue presque naturelle. Et voilà, donc nous déjà on travaille à leur faire savoir qu'ils ne sont pas contraints de rester là, ils peuvent travailler à sortir de là. Et après cela, on essaie de les valoriser. Parce que dans des groupes là, ce qu'ils recherchent, c'est la valorisation. Dans les communautés ou dans les familles en rupture, où il y a beaucoup de problèmes sociétals, ces jeunes-là ne trouvent plus leur place. Donc Diomandé, aujourd'hui, il est réinséré. Il fait de la couture et c'est de ça qu'il vit. Oui, Diomandé aujourd'hui, il fait de la couture, ça a passé par plusieurs processus, apprentissage et plein de choses. Voilà, il fait de la couture et il vit de ça. Mais tenez-vous bien, nous à Indigo Côte d'Ivoire, on pense que la réinsertion est un processus. Aujourd'hui, Diomandé, c'est le champion qu'on présente partout sur les médias, mais en réalité, Diomandé n'est pas encore réinséré comme nous on le veut. Parce que c'est un accompagnement processuel et continu. C'est ce qui manque peut-être à plein de... Et dans ce processus, il est dans quelle étape? Aujourd'hui, on essaie en fait de le laisser faire ses premiers pas tout seul, mais on n'est jamais très loin en fait. D'accord. Parce que si on ne fait pas attention, le basculement à la moindre difficulté peut surgir tout de suite. D'accord. Alors, Diomandé, aujourd'hui, vous faites la couture, ça va? Est-ce qu'on peut dire que ça va? Vous gagnez votre vie normalement là? Oui, alhamdulillah, on peut dire ça va. Parce que déjà, même si tu ne gagnes pas assez, si tu sais que tu es au travail sans la police dans ton dos, qu'on peut le dire, sans règlement de compte, sans la crainte de quelqu'un d'autre. Bon, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un homme libre en fait. Voilà, chez moi déjà, c'est une victoire d'abord. Il y a déjà un trophée. Je dis alhamdulillah, c'est le moment de... Et voilà, Diomandé se sent bien et c'est lui qu'on voit à l'écran là. Il est à ses bureaux, dans son atelier de couture. Mais Diomandé, c'est vrai que le temps est parti, mais pourquoi vous avez décidé de témoigner à visage découvert, que tout le monde vous voit, que c'est vous qui étiez avant enfant en rupture sociale? Oui, chez moi, c'est mon combat, si c'est comme ça on peut le dire. Ne suivez pas tous mes Français au fait, parce que... Non, depuis le début, hein, on ne suit même pas. On vous écoute et le message, on le capte. Merci. En fait, moi,
c'est un combat que j'ai beaucoup rêvé à ça. Je dis ça toujours, je n'ai pas encore commencé. Voilà, même en passant même par ce midi, je vais toujours me dire que je n'ai pas encore commencé. Le pays nous appartient, nous tous. Il y a d'autres qui font pas mal de plein de trucs. Il y a d'autres qui ont passé plus que pour moi. Mais quand j'entends partout, quand tu t'en vas dans le monde entier, on parle de la Côte d'Ivoire. Quand je vois que nous avons pu réussir, après 10 ans de crise, moi, mon beau pays a pu mettre la paix en Côte d'Ivoire. Et ce phénomène vilain qu'on parle, que ça fait pas honneur à notre pays. C'est-à-dire, ça me fait tellement mal. Quand je sors aujourd'hui, je m'en vais dans des endroits, on dit non, tu viens d'Abobo. Les gens se méfient. Et lui, là, c'est un enfant en conflit avec la loi. Les gens se méfient. Et quand on parle de la grandeur de mon pays, et puis ils voient que c'est dans mon pays qu'on parle de ça, c'est seulement de chez moi. Et je pense que c'est là qu'on doit applaudir très fort pour Youssouf, pour ce changement de mentalité et de comportement et aussi pour cette volonté de pouvoir contribuer donc à la revalorisation de notre pays et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et on espère que beaucoup d'autres vont vous emboîter le pas. Sur ce, la parole est donnée à présent au sage Cassie. Merci Caroline. Je tiens d'abord à remercier sincèrement l'ONG Indigo pour cette noble mission. En guise de soutien, je vais vous offrir ma brochure intitulée « La pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir ?» pour vous inspirer davantage à aider ces jeunes qui sont dans la rue. Pour revenir à Diomandé, tu fais bien de sortir de la rue. Je t'encourage à continuer. Il faut aider tes amis qui sont toujours à sortir de là. Il faut leur expliquer que ce n'est pas bien. À Abidjan, on ne veut plus sortir de la maison à 4 heures pour éviter les nombreux embouteillages et arriver avant l'heure d'ouverture des services, de peur de se faire agresser par les enfants dits en rupture sociale. Voici un phénomène qui, mine de rien, gêne un peu l'économie. Gêne l'économie, gêne la paix et la cohésion sociale. Mais moi, je n'ai pas de solution. Il y a des gens mieux indiqués pour trouver des solutions. Je ne fais que me poser des questions. D'où viennent ces enfants? D'où viennent-ils? Et depuis quand ils sont dans la rue? Pourquoi ont-ils préféré la rue à la maison de leurs géniteurs? Pourquoi sont-ils si cruels? Entre le fruit indésirable et son arbre, qu'est-ce qui représente la plus grande menace? Chez nous en Afrique, l'éducation d'un enfant a toujours été l'affaire de tous. On est bro. Ça veut dire quoi? C'est là qu'on a terminé. Ça veut dire que quand il y a une partie de ton corps qui n'est pas bien, tu ne l'amputes pas. Donc tu cherches à réparer. Je demande, nous avons le devoir d'assurer la rééducation de ces enfants en vue de leur insertion dans le tissu socio-économique. Merci beaucoup, le sage Kassi. Merci infiniment pour tous ces conseils et merci à M. Arsène Konan et Diomandé Youssouf d'être venus sur notre plateau. Sur ce, nous allons très rapidement retrouver, on espère que la RTI va nous offrir encore quelques minutes pour poursuivre cette émission. Il y a Marie-Paul qui est chez Éloi Sessou, on les regarde. Bonjour.
Alors, Éloi Sessou, moi je suis curieuse de savoir depuis combien d'années est-ce que vous exercez dans ce milieu? Alors, donc Éloi Sessou en fait exerce depuis environ 15 ans sur, si je veux m'exprimer ici, la sphère de la mode africaine et ivoirienne en particulier. Parlez-nous un petit peu de votre actualité. Vous étiez récemment en Europe. Oui, évidemment, j'étais à Lyon, en France. C'était une très belle expérience. C'était dans le cadre du festival du cinéma d'Afrique, à Lyon, en France. Et il y a un volet mode. Et donc, le thème cette année, c'était le wax. C'était le wax, parce que le wax a fait son entrée depuis quelques années dans la haute couture en Occident. Et donc, il était normal, je dirais, pour les organisateurs de faire venir un créateur africain. Et le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, ensuite sur moi. Voilà, pour exactement venir montrer le travail qu'on fait en Afrique sur ce textile-là, qui est le wax, qui est à la base fabriqué en Occident, mais qui est plus porté par les Africains. Donc, c'était un super honneur. Et puis, bon, on a essayé de nous éclater, en tout cas, dans la collection qu'on a présentée, qui est la collection Cinéwax. Moi, je voudrais que vous expliquiez un petit peu à tous ceux qui nous regardent, quel est votre rôle au sein de l'équipe de CMidi? Un rôle de coach vestimentaire qui intervient par moment sur le vêtir, sur la mise en vêtement de l'animatrice, des chroniqueurs, en tout cas de toutes les personnes qui apparaissent sur le plateau de CMidi. Donc rectifier ce qu'il y a rectifié avant qu'on apparaisse, rectifier également les arrangements de couleurs, retirer ce qui ne va pas, ou alors avoir un droit de regard. Le fait simplement d'avoir un créateur à ses côtés nous met dans une disposition vestimentaire un peu plus correcte en fait. Parlant des chroniqueurs, de l'animatrice en fait. Bien Donc sûr. il peut arriver qu'on n'intervienne pas directement. Je me dis psychologiquement le fait d'avoir un créateur juste à côté nous dit bon, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça, même si le créateur ne donne pas forcément son point de vue. Et dans l'ensemble, ça donne un bon résultat. Quel est le fashion faux pas à ne surtout pas faire en matière de mode? C'est vrai que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais je dirais que le fashion faux pas qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir ressembler à autrui. Il faut déjà à la base accepter sa propre identité et créer un look vestimentaire qui nous va. Ne pas forcément vouloir s'habiller par rapport à autrui. Et si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent et qui aiment la mode, ce serait lequel? Alors si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, je dirais simplement de suivre la mode, mais en créant leur propre mode, en fait. Trouver dans son dressing plusieurs panoplies de vêtements et d'accessoires, en fait, qu'on peut transformer, un pantalon là, une jupe là. Trouver une panoplie, en fait, de vêtements qu'on peut porter différemment. Voilà. Et voilà, de retour sur le plateau de CMidi. Nous allons nous tenir debout pour recevoir notre invité surprise du jour. Eh bien, il est directeur général du Gala Ivoire, Buldez et consultant, expert en stratégie diplomatique. Monsieur Seth Coco est notre invité. Monsieur Seth Coco, bonjour et bienvenue sur le plateau de CMidi. Bienvenue. Très heureuse de vous recevoir. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et voilà, ça c'est la marque des grands. Alors, on en parle rapidement. Il paraît qu'on a juste 30 secondes. Je ne sais pas si ça sera possible. Ça sera un véritable marathon. On parle avec vous de la 2e édition du Gala Ivoire Builders, Gala annuel de distinction des chefs d'entreprise. Merci Caroline Je vous en de prie. me donner la parole. Félicitations pour ce bon plateau. Merci bien. Et félicitations au directeur général de la RTI également pour avoir fait un si beau plateau pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc effectivement, le Gala Ivoire Builders aura lieu le 28 avril au Latry Event, Cocody. Donc c'est une journée, une soirée d'excellence pour nos chefs d'entreprise qui bâtissent notre économie. Voilà, donc le Gala existe depuis l'année dernière. Nous sommes à notre 2e édition. Et cette année, nous avons des pays tels que le Maroc, le Nigeria et le Mali qui sont à l'honneur aux côtés de nos chefs d'entreprise pour recevoir des prix. Également, ces pays sont à l'honneur suite aux investissements significatifs que leurs ressortissants ont fait ces 4 dernières années en Côte d'Ivoire. Donc le Gala Ivoire Builders, il existe désormais en Côte d'Ivoire sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie précisément.
et pour que nos chefs d'entreprise tous les ans puissent bénéficier d'une reconnaissance de la part de cette institution. Et cette année, on aura à peu près combien de chefs d'entreprise? Nous aurons là 250 chefs d'entreprise qui viendront avec l'invité de leur choix, donc qui viendront en couple. C'est un événement qui est organisé façon Festival de Cannes. Nous avons un tapis rouge qui est déroulé, nous avons une garden party dans un jardin de 1500 mètres carrés. Et après, nous avons la salle de cérémonie où aura lieu la remise de prix. Donc 3 plateaux. Et nous aurons aussi également vraiment des présentateurs de haut niveau qui vont accueillir ces personnalités. Et voilà quoi. Donc c'est le petit festival de Cannes, Côte d'Ivoire, pour les chefs d'entreprise. Merci. Il le fallait et il était temps. En tout cas, vous avez tout notre soutien. On va dire pour cette deuxième édition, ça va se dérouler donc le 28 avril, c'est le samedi prochain, donc à partir de 20h. La question pour vous permettre de gagner 100 000 francs, lequel de ces artistes était à Semidi le vendredi dernier? Réponse A, Maître Gims. Réponse B, Soprano. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. J'ai entendu tout à l'heure. Mais je ne dirai pas. Vous avez la réponse. Allez, tapez donc le 98 133. Et puis nos gagnants de la semaine dernière sont Tiene Aminata Rita et Atse Marie-Rose. Et voilà, Éloi et Marie-Paul qui sont donc de retour. Merci beaucoup, Éloi Sessou, et c'est lui qui m'a habillée. Hein. Merci infiniment. C'était super tout à l'heure. Et voilà, venez récupérer vos 100 000 francs, madame. C'est Atse Marie-Rose. Voilà, 100 000 francs pour vous. Et j'espère qu'on n'a pas oublié le public. Hein. On a oublié le public? Le groupe Yopougon, 7A Badette de Yopougon, dirigé par Madame Doumbia Kadi. Merci. Et l'association des épouses de pasteurs en plein temps, l'AEPPT. Merci de votre présence. Et le groupe G-Fiat, c'est Fiat du plateau.